Par Larry Hodgson, 22 novembre 2017. Les plantes d'intérieur increvables que personne ne connaît. Mon plan de Dischidia albida, 15 ans dans le même pot et tout va encore très bien. Source: jardinier paresseux. Comme je cultive beaucoup de plantes d'intérieur, plus de 300 variétés différentes, mais l'une des plus faciles à cultiver est certainement le Dischidia albida. Vous n'en avez jamais entendu parler? Je ne suis pas surpris. Personne ne semble le connaître. Les Américains l'appellent Propeller Vine Vigne aux hélices, à cause de ses feuilles plus ou moins en forme d'hélice d'avion. Pour rester plus près du nom botanique, par contre, on pourrait l'appeler Dischidia blanchâtre en français. Et notez que le CH se prononce K, donc le nom se prononce quelque chose comme Dichidia. Je cultive cette plante depuis plus de 15 ans à partir d'une bouture reçue par la poste. Oui, une bouture bien sèche et sans racines. Elle s'est avérée remarquablement facile à cultiver et elle forme un excellent panier suspendu, mais ce n'est pas une plante dont vous entendrez parler très souvent. J'ai dû me débrouiller tout seul pour apprendre les rudiments de sa culture, car si peu d'informations à son sujet sont disponibles. Liens familiaux: Dischidia non identifiés, similaire à D. albida, poussant sur un arbre en Thaïlande. Source: jardinier paresseux. Comme le genre Dischidia appartient à la famille des Apocynaceae, famille de la pervenche, il est originaire des régions tropicales de l'Asie du Sud-Est et notre espèce, D. albida, provient de la Malaisie péninsulaire. Les Dischidia sont des plantes grimpantes épiphytes, elles poussent sur des branches d'arbres. Donc, dans la nature, le Dischidia blanchâtre s'enracine sur l'écorce de l'arbre, pas dans le sol. Notez que les Dischidia sont très apparentés aux Zoya spp, mais s'en distinguent par leurs fleurs, plus petites et moins voyantes. Les feuilles et les tiges de cette espèce sont succulentes, conçues pour stocker l'humidité pendant la saison des pluies afin que la plante puisse survivre pendant la longue saison sèche qui suit. Il en résulte une plante nécessitant très peu de soins. Le Dischidia blanchâtre fait contraste avec les autres Dischidia offerts commercialement, car ils ne sont pas succulents et ont la réputation d'être capricieux. Une description feuille du Dischidia blanchâtre. Source: jardinier paresseux. Comme la plupart des Dischidia ont des feuilles minces en forme de cuillère, de cœur ou de pièce de monnaie, mais le Dischidia blanchâtre ressort de la foule par ses feuilles épaisses plus longues que larges, nettement lancéolées. Elles varient un peu en forme, certaines étant presque tubulaires alors que d'autres sont davantage aplaties. Les feuilles sont portées 2 par 2, bien espacées sur des tiges assez épaisses. Les tiges et les feuilles sont d'une curieuse couleur vert jaunâtre, presque fantomatique. Les tiges volubiles s'enrouleront autour des treillis ou des branches si on leur en fournit et sont un peu entreprenantes, se mêlant aux plantes voisines si on ne les taille pas de temps en temps. De petites racines aériennes paraissent à l'aisselle des feuilles et peuvent se fixer à l'écorce ou à d'autres surfaces rugueuses, si on leur en donne la chance. Sinon, elles finissent par sécher. En ce qui concerne les dimensions, dans la nature la plante peut grimper jusqu'à 12 mètres de hauteur dans les arbres, mais s'il n'y a pas de support sur lequel les tiges peuvent s'enrouler, les tiges retomberont sur un bon 90 cm, ce qui rend le Dischidia blanchâtre particulièrement intéressant pour les paniers suspendus. Bien que de croissance relativement lente, cette plante remplira facilement un panier suspendu de 30 cm ou plus en 2 ans. La mienne pousse dans le même panier depuis 15 ans maintenant et continue de bien aller. Le Dischidia blanchâtre est l'une de ces plantes grimpantes qui deviennent si densément entrelacées avec le temps qu'extraire la vieille plante intacte de son pot est presque impossible. Plutôt que de rempoter, donc, mieux vaut produire une nouvelle plante par bouturage. Le Dischidia blanchâtre fleurit facilement, surtout en été. Par contre, les fleurs, de petites urnes blanches regroupées à l'aisselle des feuilles, sont plutôt insignifiantes. Les fleurs sont portées sur de courts pédoncules comme ceux que produisent les Zoya et réapparaîtront de ces mêmes tigelles pendant plusieurs années. Je n'ai jamais remarqué la présence de fruits ou de capsules de graines. Un entretien des plus simples: les tiges sont volubiles et envahissent parfois les plantes voisines. Source: jardinier paresseux. Comme dans la nature, le Dischidia blanchâtre pousse surtout à la mi-ombre, protégé du plein soleil par le feuillage de son arbre hôte. Dans la maison, la plante s'adapte aussi bien au plein soleil qu'à un éclairage moyen. Arroser quand le terreau est sec au toucher. Mais si vous oubliez d'arroser pendant quelques semaines, elle ne semble pas trop réagir. Contrairement à beaucoup de plantes succulentes, qui proviennent de climats arides et qui tolèrent donc mal l'air humide, cette plante est originaire de la forêt de mousson où l'air passe de très sec à très humide, selon la saison. Ainsi, vous pouvez aussi facilement la cultiver avec des plantes succulentes qui préfèrent un air sec qu'avec des fougères qui aiment une humidité atmosphérique élevée. Quant à la fertilisation, il faut se rappeler que cette plante pousse habituellement fixée sur des branches d'arbres, un milieu très pauvre où il n'y a pas beaucoup de minéraux disponibles pour sa croissance. Donc, en culture,
la fertilisation est peu nécessaire. Logiquement, étant donné ses origines tropicales, le Dischidia blanchâtre aurait besoin de températures moyennes à chaudes à l'année. Personnellement, je ne l'ai jamais exposée au froid pour voir. Ma plante passe ses hivers à l'intérieur, puis je la place à l'extérieur l'été, entre la fin juin et le début de septembre. Pendant qu'elle est à l'extérieur, je suspends tout simplement le panier à une branche d'arbre, donc à la mi-ombre, une situation que j'imagine ressembler beaucoup à la façon dont elle pousse à l'état sauvage. D'ailleurs, elle semble se plaire ainsi. Pendant l'été, ces tiges s'enroulent autour des branches de l'arbre et produisent même des racines aériennes pour s'y fixer. Ainsi, je dois couper quelques tiges pour la dégager quand il est temps de la rentrer à l'intérieur à l'automne. Les tiges laissées sur l'arbre continuent leur croissance jusqu'à ce que le froid d'automne les tue. Notez la couleur vert jaunâtre du feuillage et des tiges ainsi que les racines aériennes. Source: Glassworks. Il est intéressant de noter que je n'accorde aucun soin à la plante durant l'été, même pas d'arrosage, laissant Dame Nature faire tout le travail. S'il pleut, elle se trouve arrosée, et si le temps est sec, son terreau s'assèche complètement. Elle semble pousser aussi bien dans les deux cas. Quant à la multiplication, les boutures s'enracinent facilement. Il suffit de les insérer dans un petit pot rempli de terreau de façon à ce qu'au moins un nœud soit enterré, les racines poussent à partir du nœud, et de l'arroser de temps en temps. Après environ un mois, la bouture sera déjà enracinée. Les Dischidia font aussi de bonnes plantes de terrarium et sont souvent utilisées pour décorer les vivariums de reptiles, étant suffisamment résistants pour supporter les déplacements des animaux. Leur toxicité est inconnue, mais les herpétologistes ne rapportent aucun cas d'empoisonnement. Où en trouver? Voilà où les choses se compliquent. Je vois de temps à autre des plants de Dischidia blanchâtre parmi les arrivages de succulentes en jardinerie, ou visiter un spécialiste en succulentes. Mais il reste que c'est une plante plus difficile à dénicher qu'à cultiver. Si vous en rencontrez un, vous aurez trouvé l'une des plantes d'intérieur les plus faciles à cultiver. Parole de jardinier paresseux. Point d'exclamation.